秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour. Mario 86 que je reçois pour parler de Mario Kart. Super Mario Kart. Super Mario Attention. Kart, pardon, donc Super Il y en a Mario plein Kart. des Mario Kart. Ouais, et là on va parler du tout premier. Le seul, le vrai, l'unique. Celui-là. Oui, c'est en plus la version Jap, là La c'est le version puriste Jap. qui parle. Donc par rapport à Mario Kart, tu es qui? Alors par rapport à Mario Kart, je suis déjà un très gros fan de Mario. Ouais. Très gros collectionneur de jeux Mario, les goodies Mario, tout ça. Et extrêmement gros fan du premier Mario Kart, donc sur Super Nintendo, que j'ai eu à l'époque en 94. Auquel bon à l'époque je jouais vraiment comme ça, pépère, sans chercher à vraiment pousser mes scores et tout ça. Et puis vers 2003, quand j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de joueurs déjà un peu plus passionnés par ce jeu en particulier, qui faisaient des temps de malade et tout ça, bah, ça m'a donné envie en fait de plus approfondir le truc et de découvrir qu'en fait il y avait un truc de malade qui se cachait sous le vernis en fait de ce jeu, qu'il fallait vraiment aller regarder à l'intérieur, qu'il y avait beaucoup de techniques insoupçonnées, qu'il y avait un niveau assez étonnant à atteindre. Et du coup bah, ça m'a donné envie de me perfectionner. D'accord. Et bah, d'atteindre le niveau des super players. D'accord, c'est pour ça que tu es ici. Exactement. Donc en gros, en 9 ans, 9 ans plus tard, après le jeu, tu t'es rendu compte qu'il y avait encore des choses à exploiter dans le jeu, que le niveau grimpait quoi. Exactement. Bon, ça sur internet je l'aurais pas vraiment su. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir les chronos que je faisais, que je pensais pas forcément être des chronos extraordinaires, mais qui me semblaient pas mauvais non plus, étaient vraiment complètement à la rue par rapport à ce qu'on faisait. À part un ou deux circuits, notamment très simples comme le Mario Circuit 1, où j'étais qu'à 2-3 secondes du record du monde. Il y avait des circuits vraiment où il y avait des mecs qui me mettaient des écarts mais complètement abyssaux. Je me suis dit mais comment ils font, ça c'est pas possible, ça m'intéresse, faut que je vois comment on fait et que j'essaye. D'accord, donc c'est principalement par curiosité, là tu as découvert par curiosité, puis bon, un autre monde. Par curiosité aussi, par grand amour pour ce jeu, parce que les Mario Kart qui ont suivi après dans leur globalité m'ont tous déçu. Mario Kart 64 m'a très vite pris la tête. Mario Kart Super Circuit est le seul qui me fait un peu penser à SMK, mais il n'en a pas la même saveur. Et c'est surtout parce que je sortais d'une énorme déception qui était Mario Kart Double Dash sur GameCube, qui est un jeu que honnêtement je ne peux pas piffrer. Ah tiens. Donc je déteste Mario Kart Double Dash. Ah dommage. Vraiment. Il est vraiment très différent. Enfin, bon. Ah oui, ça n'a rien à voir. Alors en fait, dans Super Mario Kart, bon, la principale technique que tout le monde a pu acquérir à l'époque, c'est celle du départ canon qui permet donc de faire un super départ et de gagner déjà quelques secondes plutôt qu'en faisant une accélération assez moyenne. Et aussi l'utilisation des deux personnages principaux qui sont Donkey Kong et Bowser. Ces deux personnages qui d'ailleurs sont des personnages complètement identiques, contrairement à ce que les gens peuvent penser. C'est-à-dire le jeu fonctionne en fait avec 4 binômes de personnages. On a Toad et Koopa qui sont les plus légers, qui roulent lentement et qui se manient très bien. On a la princesse et Yoshi qui démarrent très vite mais qui se manient très mal et qui vont pas très vite. On a Mario et Luigi qui sont le bon compromis général. Et donc on a Donkey Kong et Bowser qui sont les deux personnages qui démarrent très lentement, qui se manient pas très facilement pour les novices, mais qui vont vraiment très vite et qui sont les personnages utilisés pour tous les records du monde évidemment. D'accord. Donc là on va voir principalement du Donkey Kong, exactement. Donc il faut savoir que les vidéos qu'on va voir, c'est pas des vidéos que moi j'ai enregistrées, même si bon j'arrive globalement à faire quasiment la même chose que toutes ces vidéos. C'est des vidéos qui ont été faites par le numéro 3 mondial, qui est un Français, que je remercie d'ailleurs. Merci à toi Florent pour tous ces enregistrements, ça m'a bien dépanné. Donc on va avoir l'occasion effectivement de voir des vidéos avec Donkey Kong pour montrer comment maîtriser ce personnage déjà à fond qui va très vite, et aussi voir donc toutes les techniques de plus en plus poussées en partant par celles qui sont vraiment que tout le monde peut maîtriser à la base, que les gens notamment à l'époque ont dû pouvoir découvrir soit par hasard, soit en se disant ah oui tiens bah ça marche, on va essayer, on va y arriver, jusqu'aux techniques vraiment très poussées, notamment les boosts en tout genre qu'on va voir après, qui sont des techniques que la plupart des gens ne connaissent pas, qui ont été popularisées dans les autres Mario Kart après. Parce que dans Mario Kart 64, on a découvert qu'il y avait un système de boost qui était explicite à l'écran. Alors que dans Super Mario Kart, il y en a un qui est très méconnu. Et justement, bah là, ça va être l'occasion d'en parler davantage. L'occasion de revenir sur un truc que que tout le monde ignorait. Plus ou moins, voilà. Surtout à l'époque. Dans Super Mario Kart, le gameplay est très simple. On a le bouton B qui est pour accélérer, le bouton L et R qui sont pour sauter, et le bouton Y, donc le bouton vert, qui est le bouton pour freiner.
s'en bon sert pas. joueur de Super Mario Kart, normalement, ne doit pas servir Voilà. du bouton de frein. Il ne Jamais. sert jamais. Il peut Ouais. servir éventuellement en battle ou dans certaines situations catastrophiques, mais normalement, on ne doit pas avoir à s'en servir. Pas pour faire du Ouais. time trial, en tout cas. En tout cas, ouais, c'est sûr. Parce que dans Super Mario Kart, le concept, c'est de prendre tous les virages, même les plus serrés, à fond, en dérapant, en prenant le bon angle. Et donc pour ça, il faut maintenir le bouton de saut enfoncé pendant qu'on prend un virage, pour donc faire un dérapage à la corde. Et en sortie de virage, le réflexe à avoir, qui vraiment en dit long déjà sur la technique très profonde, très poussée du jeu à l'époque, Ouais. c'est un petit saut de rien du tout, qu'on appelle le saut de contre-braquage en quelque sorte, Ouais. qui permet en sortie de virage de se remettre dans l'axe plutôt que de partir en vrille vers l'extérieur. Parce que si on fait un dérapage contrôlé mais qu'on le laisse, on va dire, s'atténuer en relâchant le bouton de saut et en continuant de déraper, on va partir en vrille dans la terre, dans un mur, n'importe quoi. Tandis que ce saut permet de se remettre immédiatement dans l'axe et c'est une base du pilotage de SMK. Donc un truc qu'on voit là sur la vidéo actuellement, c'est qu'il faut sauter par-dessus les tremplins qu'on trouve dans les Bowser Castle. Parce qu'en fait, ces tremplins jaunes, qui quand on n'avance quasiment pas, redonnent un peu de vitesse, Ouais. sont en fait des tremplins qui ralentissent. C'est-à-dire que quand on est à fond et qu'on arrive sur ces Ouais. tremplins, ils font légèrement perdre de la vitesse. C'est un peu comme D'accord. des ralentisseurs en fait qu'on Ouais. trouve sur les routes. C'est ça. Donc le concept, c'est qu'il faut sauter par-dessus. Alors attention, essayez pas de sauter par-dessus les ralentisseurs quand vous voulez, ça sert à rien. Mais par contre à Mario Kart, il faut sauter par-dessus. Donc là, on peut On le sauter voit- par-dessus. Enfin, voilà, moi, on je le voit pensais sur la pas, vidéo. hein. Voilà, Là, donc il faut faire un saut donc au dernier moment relativement, surtout sur Bowser Castle 3 parce que c'est de travers, donc c'est un Ouais. petit peu plus serré. Sur Bowser Castle 1 et même le 2, ça passe vraiment très facilement. Il faut sauter par-dessus pour garder la vitesse maximale. Ça donc juste après ce que je montre là, donc c'est un petit raccourci de base qu'on peut faire, que tout le monde peut faire. Ouais. Il faut juste prendre à droite en fait dans cette portion de Bowser Castle 2. Donc D'accord. là c'est une technique vraiment très simple. D'accord. Ça déjà c'est un petit peu plus poussé. Ça en fait c'est un double saut à la fin de Mario Circuit 2 qui permet donc de prendre le virage en fait en sautant par-dessus la terre et non pas en prenant à droite donc D'accord. là où il y a les tuyaux. Donc là, c'est prévu parce que le truc, le deuxième saut, on peut pas l'atteindre C'est autrement. prévu puisqu'il y a un tremplin qu'on peut effectivement pas Ouais. atteindre autrement, surtout qu'il n'y a jamais de plumes dans ces circuits. Bon, même si en time trial il n'y a pas de plumes. D'accord. Ça, c'est une autre technique qui est une technique en fait qui sert qu'au dernier tour. Donc encore une fois, on prend le bon axe pour arriver sur le petit tremplin, Ouais. mais au lieu de revenir vers la ligne, on coupe à mort sur la gauche pour arriver plus vite à l'endroit où se trouve la ligne. Parce qu'au dernier tour, on part du principe que comme on continue pas après, on s'en fiche un peu de Ouais. perdre de la vitesse. Donc c'est ce qu'on appelle en fait une stratégie de finish line, de dernier tour. Ouais. Et il y a d'autres circuits dans lesquels il y a une stratégie différente pour le dernier tour ou alors quand on cherche à faire un tour seul, notamment Koopa Beach 2, Ouais. où la ligne en fait se prolonge dans l'eau et comme le circuit, la ligne droite est de travers en fait, il faut prendre au maximum sur la droite, quitte à rouler dans l'eau D'accord. pour pouvoir passer. On a vu aussi sur cette vidéo une autre technique un petit peu surprenante, c'est-à-dire qu'à un endroit, parmi les algues, il y a des passages de terre normaux où on peut rouler à fond. On a D'accord. vu sur cette vidéo qu'on sautait par-dessus. Alors ça, c'est une autre technique déjà qui commence à être beaucoup plus poussée, qu'on appelle les water slides ou les slides tout court. Ouais. Ça, les gens ont pu s'en rendre compte à l'époque, quand on saute dans l'eau en dérapage, comme on le voit sur cette vidéo, Ouais. le personnage en fait ne perd pas de vitesse du tout tant qu'il ne se retrouve pas droit. C'est-à-dire tant que le sprite du personnage ne se remet pas dans l'axe, le personnage ne perd pas de vitesse. Donc il D'accord. faut sauter dans l'eau, arriver en dérapage et ne se remettre droit qu'au moment où on revient en fait sur la terre ferme. Et donc D'accord. ça permet de franchir une étendue d'eau sans Ouais. perdre de vitesse. Alors là c'est plus compliqué parce qu'il faut sauter tout en restant de travers au bon moment pour sauter Mais par-dessus l'eau profonde. C'est la seule technique qui permet d'avoir assez de vitesse pour passer le trou, justement. Alors, c'est pas la seule technique, puisqu'il y a aussi des boosts, Oui. mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique de slide marche aussi sur la neige des Vanilla Lake. Là, on le voit très clairement, ça passe vraiment au pixel près. Hein. Ça fait partie notamment du charme de ce jeu, Ouais. c'est que tout se joue vraiment au pixel près. Le personnage se remet droit juste vraiment au moment où on sort de la zone de neige, donc c'est vraiment super étudié. Ça passe vraiment ça passe à un poil de bip. Voilà. Alors autre chose, on peut aussi sauter derrière les tuyaux sur les Mario Ouais. Circuit. C'est assez difficile à maîtriser, surtout celui qu'on voit là qui est vraiment très Celui-ci, dur. il est costaud. hein. Parce que ça fait gagner un petit quelque chose, hein, faut pas se leurrer. Le record du monde, donc avec la stratégie par là, ouais. à l'ancienne, passe par là, il descend sous la 1 minute 1 quand même, c'est pas rien. Ça Ouais. marche aussi sur tous les Mario Circuit avec des tuyaux. On peut sauter donc derrière ces tuyaux, là c'est particulièrement compliqué mais ça marche. D'accord. Voilà. Alors, évidemment, c'est le genre de truc qui ne s'acquiert qu'après des heures et des heures d'entraînement. C'est pas le Ouais. genre de truc qui se fait les doigts dans le nez comme ça la première fois. Le maniement est assez particulier quand même. Hein. Bah, Faut surtout quand vraiment on, étudier, bosser. bah voilà, et surtout quand c'est on longtemps. revient à Super Mario Kart en fait des années après, qu'on a eu l'occasion de tâter au Mario Kart en 3D, c'est quand même très roots comme, Ouais.
comme gameplay. La précision et- n'est pas la même en fait. Voilà, alors c'est très précis, mais bon, voilà, c'est pas forcément évident à appréhender quand on y revient. Donc ça Ouais. demande beaucoup d'entraînement pour arriver à maîtriser toutes ces techniques qui sont assez, qui sont poussées quand même. Là, on commence déjà à montrer des trucs Ouais, moins à la portée de Et tout le disons monde. que c'est du saut standard, mais millimétré quoi. Exactement. De toute façon, tous les sauts, toute la technique doit être millimétrée. Ouais. Alors ça, c'est particulièrement balèze. Donc la flaque, on peut vraiment la contourner vers l'extérieur comme ça, en roulant dans la terre, puisqu'il y a de la terre qui est là pour ça. Oui. C'est très dur à faire. On peut pas, quand on glisse dedans, par contre, là, on est ralenti. Alors là, justement, ça fonctionne pas comme Ouais. l'eau. C'est pas un slide. C'est pas la même texture dans Ouais. le jeu en fait, et donc on est ralenti quand même. D'accord, donc la boue n'est ni de l'eau, ni de la neige. glace. Voilà. Exactement. Soyons bien clairs. Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. C'est le circuit peut-être le plus dur du jeu, le plus technique. Ouais. Puisque celui-là, il n'y a pas de technique spéciale, il n'y a pas de slide, sauf éventuellement un tout petit peu sur la neige au début. Ouais. Mais il n'y a pas de slide, il n'y a pas de saut derrière les tuyaux, il n'y a rien du tout. Il faut juste avoir le timing parfait pour donc sauter par-dessus les petites... là où la neige est brisée en Ouais. fait. Voilà. Ouais. Et surtout prendre ces petits îlots Ouais. qui sont le passage le plus technique parce que c'est vraiment très compliqué. Plus, Ça se joue à chaque fois vraiment à rien quoi. Ouais. Plus ça là, ce passage. Ce passage qui, en fait, c'est ce virage qui est le plus dur. Et ce Ouais. dernier virage aussi est très dur parce que il a été, comme beaucoup d'ailleurs de parties du jeu, il a été prévu en NTSC pour passer assez facilement. Ouais. Et en PAL, il a été comme le jeu a été complètement reprogrammé et que ça va moins vite, et ben c'est plus dur à passer. Et donc on appelle ça un peu la stratégie NTSC en fait, prendre ce virage. D'accord. Voilà. Et donc D'accord. ça, c'est la technique vraiment de l'extrême, c'est-à-dire prendre carrément les tout petits îlots qui sont sur la gauche. C'est Oui. rentable que pour faire un tour seul. Parce qu'il faut briser en fait tous les blocs qui sont avant. Donc évidemment, si on veut faire 5 tours en faisant ça, on perd D'accord. 10 plombes à briser les blocs. D'accord. C'est une technique vraiment super dure. En PAL, on n'est que 4 à avoir réussi à faire un tour complet comme ça. Ah oui, quand même. Et ça baisse le record du tour à 8,82 quand même, au lieu de 9 secondes et quelques. D'accord. Alors on a vu très brièvement qu'on peut aussi passer entre les murs et les têtes de pierre qu'on appelle Oui. les tombs. Les tombes. C'est très dur, mais ça passe. D'accord. Donc voilà, donc là on a fini en fait avec les techniques vraiment de base qui étaient vraiment toutes envisageables. Oui, voilà, envisageable En- quand on connaissait le principe standard du jeu. Voilà, honnêtement en 92, si des gens vraiment se tuaient à la tâche sur ce jeu, tout ce qu'on vient de montrer, ils pouvaient le faire. Ouais, Ils ouais. pouvaient le faire sans problème. Bon évidemment, il fallait le découvrir, notamment surtout la technique des slides dans l'eau qui est quand même apparue pas tout de suite. Ouais, ouais. Mais c'est des techniques que tout le monde pouvait Ça maîtriser à peut se l'époque. découvrir, ouais, voilà. Et donc, là, on va voir comment... Enfin, qu'est-ce qui a changé depuis ces techniques de base? Voilà. Alors, Qu'est-ce qui a été découvert? voilà, alors là, c'est une vraie transition en fait parce que il existe pas vraiment un bug en fait dans le jeu, c'est vraiment quelque chose qui était programmé, on a pu le prouver vraiment en décortiquant la ROM. Ouais. C'est un système de boost en fait, qui est très bref, qui dure environ 1 seconde et qui ne se génère naturellement, on va dire, qu'en sortie d'épingle. Parce que quand le personnage dérape assez longtemps, quand il prend donc une épingle, on va réussir en sortie à entendre un bruit de moteur différent qui donne l'impression d'être en sur-régime. Le personnage va se mettre de travers, il va avoir une espèce de super adhérence pendant une seconde entière, Ouais. et là il va vraiment aller plus vite, il y a un gain de temps net, et quand on le compare avec un Ghost par exemple, on voit vraiment qu'il y a une différence. Ouais. Donc le boost, comme on peut le faire dans Mario Kart DS, GameCube, tout ça, mais dans le Super Mario Kart original. Exactement. Ouais, c'est impressionnant ça. Donc là, on voit donc sur The New Plains 2 qui est un circuit qui comporte vraiment 3 virages en épingle de suite, Ouais. qu'on peut, en sortant du virage, avoir le perso qui se met de travers. Ouais. Et on l'entend avec donc le bruit du moteur qui a comme un sur-régime. L'avantage, c'est que donc sur une épingle plus longue, mais avec une étendue d'herbe après, ben on voit qu'on peut couper l'herbe complètement. Alors ça, c'est qu'un truc, mais tout le monde s'est dit, mais comment, mais pourquoi, Ouais. pourquoi on peut faire ça? Et oui, parce qu'en fait, ce boost, il se prolonge en fait, il reste pendant une seconde pleine, même D'accord. si on prend à travers la terre. À titre d'exemple, donc sur The New Plains 2, qui est un circuit avec pas mal de virages en épingle d'affilée, on voit le personnage qui se met de travers à la sortie. Ouais. Et Ça là, reste un peu de travers. on va bien écouter le moteur. Voilà, donc là on a entendu un bruit de sur-régime en quelque sorte. Ouais. C'est parce que le moteur a vraiment connu un boost en fait, en quelque sorte. D'accord. Donc Et le boost là te permet de passer à travers l'herbe. le boost permet de passer à travers l'herbe, effectivement, comme on voit sur cette vidéo. Évidemment, à l'époque où on a compris qu'on pouvait franchir ces zones-là, on s'est demandé mais comment est-ce qu'on peut arriver en fait à exploiter le boost pour arriver à ce qu'il se lance pile poil à Ouais. ce moment-là. Donc savoir comment il fonctionne. Quoi. Voilà. Et donc en fait, on a compris
il a fallu comprendre pourquoi il y avait un boost qui se générait. Et en fait, on avait vu donc le point commun à chaque fois, c'est qu'on restait avec la touche R enfoncée très longtemps et qu'on dérapait en même temps. Ouais. Qu'on faisait un dérapage suffisamment long en fait avec la manette. Et qu'en sortie, à partir du moment où on avait dérapé pendant un certain temps, quand le sprite du personnage se remet droit dans l'axe de la piste, là le boost se génère. D'accord. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que techniquement, pour générer un boost, il faut être en dérapage pendant quelques instants, on va dire une demi-seconde environ. Avec R enfoncé. Voilà, avec R enfoncé. Voilà. Et surtout, la flèche gauche ou la flèche droite enfoncée en permanence pour que le personnage ne soit jamais droit et reste en dérapage pendant une durée déterminée, on va dire entre une demi-seconde et une seconde. D'accord. Et une fois qu'il se remet droit dans l'axe, le boost se lance. Okay. Donc à partir de là, on s'est dit, si on prenait notre manette Super NES et qu'on bourrinait comme des malades de gauche à droite comme ça, Ouais. en essayant de jamais mettre le sprite du personnage droit, Ouais. en gardant R enfoncé bien sûr, bref, faire ça comme ça, bourriner de gauche à droite, ce qui évidemment après a été connu comme notamment le snaking sur Mario Kart DS. Ouais. Si, est-ce que ça peut marcher? Eh bien oui, ça fonctionne. Ouais. Et donc c'est fou parce que là en fait tu viens d'expliquer le boost de la version GameCube. C'est fou, c'est vraiment impressionnant quoi. Donc là on zigzag pour charger, le personnage ne se met jamais droit comme on peut le constater, il charge de gauche à droite. Voilà, hop hop hop. Donc là le boost a été préparé suffisamment longtemps, on saute dans l'herbe, il se remet droit et là, Et là bing ça part. le boost est parti parce qu'on s'est remis droit et qu'on l'a préparé assez longtemps. Alors il faut savoir que c'est assez quand même laborieux de préparer les boosts comme ça, on fait des zigzags, on se dit ouais mais bon le temps de faire le zigzag, bah, tu perds peut-être du temps par rapport à une trajectoire toute droite, toute rectiligne Ouais, puis c'est classique. pas possible dans tous les niveaux. C'est pas possible partout, puis c'est très moche en plus, donc on se dit voilà, C'est laid. c'est pas pratique du tout. D'accord, c'est du jeu laid. Et puis, on va dire en 2004-2005, on a eu un Hollandais qui s'appelle Karel van Duijvenboden, je ne sais pas si j'ai bien prononcé mais c'est pas grave, qui est devenu à une vitesse fulgurante numéro 1 mondial très peu de temps après s'être inscrit parce que il avait fait des chronos avec des boosts absolument partout. Il avait réussi à exploiter les boosts sur tous les circuits, à faire vraiment des chronos absolument hallucinants, alors que les autres joueurs peinaient pour faire des boosts. Ils disaient comment est-ce que ce Karel arrive à faire autant des boosts avec une telle facilité? Est-ce qu'il est humain? Oui. Ou alors est-ce qu'il a trouvé un truc? Qu'il Et triche. en fait, il Quel avait est son secret? voilà, en fait, il n'avait rien trouvé de particulier, c'est juste qu'en fait, il avait une manette non officielle sur laquelle les boosts pouvaient se faire beaucoup plus facilement parce qu'on pouvait tanguer très facilement de gauche à droite sur la croix de direction. Ce que la manette de Super NES ne permet pas de faire à la base parce que la croix de direction est très rigide. Ouais. Et il fallait en fait en quelque sorte l'assouplir pour pouvoir faciliter le zigzag continu gauche-droite. D'accord. Et à partir du moment où on s'est dit que fallait faire quelque chose pour arriver à avoir ce même rendu, ou alors interdire ces manettes un peu spéciales, Ouais. on a eu l'idée un peu folle de limer en fait la croix de direction des manettes. Ouais. C'est-à-dire donc cette partie-là du pad en fait. Donc on s'est dit voilà, on va limer l'intérieur pour que ça puisse mieux faire la direction gauche-droite plus rapidement. Et le résultat a été totalement convaincant. Après des nombreux tests, on s'est rendu compte qu'effectivement une manette limée permettait un taux de réussite des boosts absolument hallucinant par rapport à une manette de base non modifiée. Et donc ce jour-là est né ce qu'on appelle le NBT, ce qui veut dire New Boost Technique en anglais, nouvelle technique de boost. D'accord. Et qui a complètement divisé la communauté Super Mario Kart entre les joueurs pro NBT et les joueurs anti-NBT. C'est-à-dire ceux qui estiment que les boosts de cette façon-là, c'est vraiment trafiquer le jeu, ça ne devrait pas se faire, on devrait prendre les circuits vraiment de façon originale, sans chercher à couper partout, et ceux qui disent bah voilà, on peut en trafiquant un peu la manette couper partout, donc autant qu'on le fasse, on va faire des records du monde plus poussés. Depuis cette date, on a carrément 2 classements mondiaux différents, un classement sans boost et un classement avec boost. Il y a les adeptes des 2 techniques, et puis il y a des joueurs qui vont se disent bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais faire des boosts pour essayer de rivaliser avec les meilleurs mondiaux, j'ai pas envie de me retrouver 50e mondial parce que j'arrive pas à faire de boost. Et effectivement, avant que je me mette à en faire, j'étais 30e mondial et j'arrivais pas vraiment à avancer parce que je commençais à arriver au niveau des limites. Et depuis que je me suis mis à faire des boosts, je suis monté dans la hiérarchie, maintenant je suis numéro 9 mondial. Ce qui fait quand même une différence. Quand même, bravo. Une manette modifiée, un zigzag très rapide, très rapide à faire en fait, qu'on peut faire à n'importe quel moment, en ligne droite par exemple. Et donc là, forcément, ça change la vie parce qu'on peut faire des boosts à n'importe quel moment. Ouais, la boost est chargée. Et donc on peut préparer n'importe quel virage en coupant. En plus, on a découvert que les petits tremplins, les petites bottes de terre sur les Choco Island prolongeaient l'effet des boosts. Alors
pour ça notamment D'accord. ça peut servir. C'est énorme. Ça peut servir beaucoup, notamment pour franchir la flaque de Choco Island 2, parce Ouais. que le boost se prépare en zigzagant juste avant et on le prolonge sur les tremplins. Ou alors pour franchir carrément la dernière grande étendue de terre dans l'optique de 5 tours. Ou carrément pour ce raccourci qui lui n'est carrément pas autorisé sur le classement mondial parce qu'on estime que c'est un petit peu trop, mais ça passe. Voilà. C'est un peu too much. Ce raccourci-là, il est... Ça fait tomber le tour à combien? Bah en fait, ça fait pas une grosse différence avec la stratégie officielle, mais on considère que c'est trop raccourci pour être autorisé. Je sais pas trop pourquoi, ça faut demander aux responsables qui gèrent donc le site, mondial, qui d'ailleurs, soit en passant, c'est ce qu'il fait parce qu'il est ex-numéro 1 mondial et 4e mondial. Ouais, Donc il a ça fait paraît raison. assez discutable, mais bon. Et les boosts permettent aussi, notamment, de franchir des étendues de vide, hein, par exemple, Ouais. comme sur les Ghost Valley, où donc ces fameuses plateformes sont très difficiles à prendre. Ouais. Généralement, on pense aux champignons ou à la plume. Voilà, mais là, on peut les franchir, c'est très Ah, tendu, ouais. c'est très dur, mais ça passe avec un boost. Sans boost, c'est quasiment impossible, oui, oui. ou alors aléatoire. Honnêtement, Ouais. c'est aléatoire, on n'a jamais réussi à faire 5 tours sur 5 sur Ghost Valley 1 sans les boosts. D'accord. Sachant que sur Ghost Valley 3, qu'on voit ici par exemple, on n'a pas besoin de boost, vraiment, ça passe beaucoup plus facilement. Ouais. Mais c'est tendu quand même. C'est très tendu. Donc une fois qu'on a vu que les boosts hors piste pouvaient se faire partout et donc on a pu faire tomber les chronos, on a trouvé des techniques bien pires. Alors là, on va voir une vidéo qui fait peur, vraiment. C'est pour moi la vidéo de time trial la plus impressionnante en pale du monde. Alors là, on Ouais. fait donc un boost classique, Ouais. donc il a bien dérapé pour préparer son truc. Après, il fait donc un saut derrière les tuyaux qu'on appelle un pipe jump. Et là, ce qu'il fait, ça se passe de commentaires parce que c'est d'une violence impressionnante. Voilà. Alors là, il est resté en boost très longtemps, Ouais. on peut le constater. Et il va le faire d'ailleurs à tous les tours en plus. Hein. D'accord. Donc là, on commence à tomber un peu dans le bug quand même, non? Presque. Alors ça, en fait, c'est une technique qui est héritée en fait de Mario Kart Super Circuit, qui est pourtant le cadet de 9 ans de Oui, Super Mario Kart, d'ailleurs, oui. qu'on appelle le long boost. En fait, quand on cogne un mur en phase ascendante après avoir utilisé un champignon ou une flèche turbo, Ouais. et quand on retombe, ça génère un boost d'une puissance phénoménale qu'on appelle le long boost, qui est le boost le plus puissant du jeu et qui dure pendant jusqu'à quelques secondes en fait. D'accord. Et ici, avec la flèche turbo, quand on arrive dessus en ayant déjà préparé un boost avant, Mhm. et que donc on se place bien dans l'angle pour tourner à gauche vraiment le plus possible, eh bien on peut passer non seulement par-dessus le mur là, ce qui est déjà dur, mais surtout avoir carrément le boost qui se prolonge de façon à franchir toute l'étendue de terre qui est au début du circuit. Donc là en fait le concept c'est on prépare un boost classique vraiment à l'ancienne en prenant l'épingle. Voilà. Là Donc le là, boost c'est s'est lancé, chargé. il est chargé, on est encore en boost au moment où on arrive sur les flèches, on saute juste avant de toucher le tremplin, on cogne le mur, on revient sur la flèche et là ça génère le boost. Et là il suffit juste de tourner à gauche au bon moment pour Ouais. pouvoir franchir toute cette étendue. Et là, j'ai envie de dire, ça passe comme dans du beurre, les images parlent d'elles-mêmes, mais bon, Ouais. c'est quand même très dur à faire, c'est une des techniques les plus poussées. Et le record du monde de ce circuit qui était dans les 13, une 14, je crois, est carrément passé à une 0,787. Donc là, c'est quand même assez inhumain. D'accord. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est pire que tout. C'est le truc, à mon avis, qui suscite le plus de controverses, c'est l'Infinite Boost. Le boost infini, alors comment il a fait? Alors le boost infini, le concept est tout simple, il faut arriver en boost sur une flèche turbo Ouais. pour pouvoir générer un boost qui ne se termine que si tu cognes un mur ou un obstacle ou que tu sautes. Tant que tu ne cognes rien, ton boost est infini, comme on peut le voir là. D'accord. Et en plus, il va très vite. Oui, oui, oui. Ce qui permet donc de complètement pourrir le tour en fait, parce que le record du tour qui était de 13 et quelques, maintenant il est descendu à 11,60 comme ça. Ici, la technique Ok. est particulièrement compliquée parce qu'il faut donc zigzaguer pour générer un boost et faire vraiment un gros créneau, un gros 180 degrés, j'ai envie de Ouais, dire, un pour se demi-tour, remettre en ouais. arrière. Là, on est en phase de boost au moment où on retombe sur les flèches. Ouais. Et donc, Et- là, il faut faire tout le circuit à l'envers en fait, pour pouvoir faire un demi-tour sur l'étendue de terre et pour Ouais. pouvoir se remettre dans l'axe après. Parce que comme il faut se mettre à l'envers pour générer ce boost, D'accord. on est obligé de... Voilà, Donc c'est des cas extrêmement particuliers tout ça quand même. Hein. exactement. Alors, pour en finir avec les boosts, faut savoir qu'un boost normal, il y a quand même d'autres façons de l'exploiter ou de le générer. Il faut savoir qu'un boost, donc, c'est une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de pointe qu'on atteint quand on est à fond en roulant normalement, mais que lorsqu'il se finit, le boost, on retombe clac d'un coup direct à la vitesse de pointe habituelle. C'est-à-dire en gros, on roule normalement à la vitesse de pointe, hop, on monte en boost et hop, on descend à la vitesse de pointe normale. Pourtant, il y a un moyen de finir le boost en décélérant progressivement jusqu'à la vitesse de pointe sans perdre trop de vitesse,
On a appelé ça, encore une fois c'est un anglicisme, le releasing gas, ce qui est en gros un relâchement de gaz, pour le dire en français. Alors là tout de suite ça passe beaucoup moins bien. Ouais, tout de suite c'est un peu moins flatteur. Voilà. Pardon, c'est sublime. Vraiment c'est sublime. Excusez-moi. J'ai envie de dire que ta blague elle pète là, franchement. Pète le feu. Voilà, exactement. Ok. Donc, ce releasing gas, en fait, il sert notamment pour finir un tour seul ou pour finir un circuit, pour finir les 5 tours d'un circuit. Un exemple très frappant, c'est la grosse étendue de terre qu'il y a à Chocoyo Island 1 à la fin, où donc on a tendance à prendre un boost pour donc la couper, et donc effectuer cette technique de releasing gas qui permet de finir le bout de terre en décélérant progressivement pour ne pas être trop vite ralenti et donc que ce soit quand même rentable, même si ça ne sert que pour finir la course parce que là, à la réaccélération, on a quand même perdu un peu de temps. D'accord. Comment l'obtenir? Eh bien là, ça paraît complètement invraisemblable, mais lorsqu'on lance un boost, en fait, eh bien, il faut carrément relâcher le bouton d'accélérateur. C'est-à-dire que quand on relâche le bouton d'accélérateur, le boost reste quand même. Et donc la décélération va se faire plus rapidement. Non, justement, la décélération va se faire alors qu'elle ne se ferait pas si on gardait le bouton sur l'accélérateur. D'accord. On a sous les yeux une vidéo qui illustre le concept de releasing gas, c'est-à-dire là, on a le boost et à la fin, on a vu qu'il a quasiment pas perdu de temps en accélérant. Pourquoi? Parce que le boost, là, franchement, il y a plus d'une seconde qui se déroule entre le moment où il arrive dans la terre. Ça paraît très long, surtout au ralenti. Et en fait, sur toute la dernière phase, là, il y a donc ce fameux relâchement de gaz, encore une fois. Bien pire, bien plus hardcore, il y a le flat boost. Alors le flat boost, ça c'est vraiment un truc qu'on a découvert très récemment. Parce que pour faire un boost, on s'est dit, vu qu'il faut déraper, il faut obligatoirement sauter. Ouais. Et pourtant, on arrive là, sur cette vidéo, clairement, à faire un deuxième boost de suite sans sauter. D'accord. Parce que là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, le personnage, enfin le joueur, a appuyé en même temps sur les deux boutons de saut L et R, donc ça a bloqué le saut et pourtant ça a quand même généré le dérapage. C'est des trucs qui paraissaient pas imaginables à l'époque. Ah ouais, mais c'est bien. C'est surtout impressionnant que ça continue à vivre, ça continue à vraiment évoluer comme ça. Bah, ça continue à vivre parce qu'on a découvert des nouvelles techniques. Et puis d'ailleurs, on va finir par un mélange en fait entre deux techniques de jeu. On a donc vu tout à l'heure les slides dans l'eau. Oui. On a vu les boosts. On va voir le slide boost. Donc le slide boost, comme son nom l'indique, ça se fait effectivement dans l'eau. Le but du jeu, c'est donc de conjuguer la glissade, le slide, qui permet donc de franchir l'étendue d'eau de façon totalement naturelle sans perte de vitesse. Et une fois que le personnage se remet droit et que là, donc on devrait perdre la vitesse, qu'un boost se génère. Oui, voilà. Ouais. Il faut donc tout simplement prévoir son dérapage avant d'entrer dans l'eau. Et au moment où on entre dans l'eau, être le plus en dérapage possible pour faire un slide le plus long possible. Et une fois l'effet du slide terminé, le boost s'enclenchera, il n'y aura pas de perte de vitesse. Mais évidemment, il faut arriver à conjuguer la préparation du boost plus un bon slide. Et ça permet notamment de franchir toute la grosse partie d'eau dans Koopa Beach 2. Et c'est à partir de là que le record du monde de Koopa Beach 1 a été descendu au niveau absolument hallucinant de 47 secondes 85. Et quand on sait encore une fois qu'à l'époque on se disait allez on peut descendre sous la minute, et bah oui on peut faire 47,85. Moi j'en suis à 49,63, ce qui déjà est le 5e temps mondial, ce qui déjà est pour moi une des performances dont je suis quand même le plus fier parce que vraiment c'est assez difficile de tenir en fait la distance sur 5 tours. Et autant quand on dit ouais 47 secondes ça paraît aller super vite, et bah, quand on le fait c'est long, c'est très long, et quand on arrive au dernier tour et qu'on a les mains complètement bousillées parce qu'on n'a pas arrêté. Pour moi, Mario Kart sur Super NES, j'ai tendance à comparer ça en fait un peu à, par exemple, un solo de guitare électrique en fait. C'est-à-dire c'est vraiment un enchaînement de gestes avec les doigts qui vont très vite, et où la moindre petite fausse note, bah c'est fini. Il faut recommencer pour que ce soit impec. Parce que Super Mario Kart, il laisse pas le droit à l'erreur. On met 2 pixels de roue dans l'herbe et hop, c'est fini, la décélération est immédiate. Ouais, c'est ce qu'on a vu sur certains coupages de virages. Voilà. On a les coins, là, les blocs infranchissables. On a vraiment l'impression que tu passes dedans. T'es vraiment tout le temps sur le fil. Voilà, c'est au pixel près que ça joue, puisque bon, Super Mario Kart, on peut se dire on va exploiter vraiment la résolution du jeu au moindre pixel, vu que c'est quand même un assez vieux jeu. Et effectivement, on y arrive, on arrive sur chaque circuit à vraiment conduire à la limite en permanence. Et pour moi, le circuit franchement où on saute le plus près du vide, bah faut en parler quoi, c'est Rainbow Road. Oui. Donc là voilà, la qualité est assez moche parce que ça c'est moi qui l'ai fait et j'ai pas du tout un bon matériel pour enregistrer.
C'est une vidéo d'archive, hein. C'est une vidéo d'archive, dans les exactement. cartons Voilà. en 1872. Voilà, en août 2008 en fait. D'accord, oui. Donc comme on peut le constater, surtout au niveau de la comparaison avec le Ghost qui clignote, je tourne un peu comme une horloge en fait, hein. C'est-à-dire je me bats vraiment avec mon Ghost qui disparaît jamais, j'arrive vraiment jamais à m'en détacher, il me largue pas non plus. Ouais. Donc sur 5 tours en fait c'est comme ça, c'est une lutte permanente vraiment toujours à la limite, on saute par-dessus les trous, hein, pour prendre les virages. Mon Rainbow c'est un peu considéré comme le juge de paix de SMK, c'est-à-dire c'est le dernier circuit, c'est le seul qui a été décliné à la sauce nouvelle console à chaque fois. Sur toutes les versions. C'est le dernier circuit, c'est le circuit mythique. Et personnellement j'en ai un peu fait ma spécialité, je me fais pompeusement appeler dans la communauté SMK The Rainbow God. Le jeu de mots est toujours sans jeu de mots, hein, voilà, exactement. Sachant que c'est le seul circuit sur lequel j'ai réussi à me faire un petit palmarès un peu éloquent. Ça, c'est presque un record du monde. C'est un record de France, en tout cas, dans la catégorie sans boost. Sachant que Rainbow Road est une course, théoriquement, on ne devrait pas avoir utilisé les boosts. Donc là, c'est à l'ancienne, sans boost. Voilà, c'est sans boost du tout. Et c'est un cap super important de franchi, puisque c'est sous la minute 27. Et que sans boost, on n'est que 3 à l'avoir fait. Et les 2 autres à l'avoir fait, c'est le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Et le record du monde sans boost, c'est le 26,88, donc c'est vraiment super près. Oui, c'est ténu comme différence, hein, effectivement. Voilà. Et j'ai failli dire après super près que c'est super près Ultimate, mais bon, là c'est vraiment trop nul. C'est ultimement près. On a donc toute une communauté de joueurs qui se fréquentent donc, via internet depuis 2002 environ. Puisqu'en 2002, il y a eu un joueur français du Sud-Ouest qui a décidé de fonder à l'époque ce qui s'appelait la FJSMK, c'est-à-dire l'Association française des joueurs de SMK, pour en fait donner du poids à l'organisation d'un championnat entre guillemets officiel. Et on a eu de la chance parce que dès la première année, en faisant parler du truc, Nintendo a bien voulu le soutenir en offrant donc des lots. D'accord. Et donc tous les ans depuis 2002, un championnat de France donc, a été renouvelé de 2002 à 2007 en fait, puisque depuis 2008 c'est le championnat d'Europe. Et donc tous les ans on a eu donc le soutien de Nintendo. Ouais. Le championnat donc, qui se déroule dans différentes villes. Et donc aujourd'hui, l'Association française des joueurs de Super Mario Kart est devenue la Fédération française de Super Mario Kart en 2005. Ouais. Et donc les 2 premières années, on avait réussi à réunir 13-14 joueurs, je crois. Et en 2008, donc là on a quand même franchi une étape supplémentaire. On s'est dit là on veut l'ouvrir à l'Europe, on veut faire un gros meeting international avec donc tous les meilleurs joueurs européens. On a réussi à ramener 8 Anglais et 4 Hollandais notamment, ce qui n'était pas rien. On a aussi fait venir des joueurs allemands, belges, suisses, et on a eu un Américain en guest star quand même. Voilà. Et moi je dis que pour un vieux jeu de 92, c'est un peu une bonne consécration. C'est pas mal, parce que vraiment c'est un jeu qui est très fédérateur, qui outre son côté en fait old school, qui donne un petit côté nostalgie aux gens qui ont envie de se replonger dedans, est un jeu très technique comme on l'a vu, qui donne donc beaucoup de challenges. Et le pire c'est que là je viens de montrer en une grosse demi-heure voire plus le mode de jeu qui intéresse le moins les joueurs pendant le championnat et qui est le moins spectaculaire. D'accord. Donc mais bon, ça c'était la première partie. La deuxième partie sera encore mieux. Voilà, donc deuxième partie, ce sera l'objet d'une prochaine émission. Voilà. Donc là, on a fait le tour du time trial. Et là, prochaine émission, on voit le battle mode, le match race et le Grand Prix 150 cm3. Ouais. Parce que le Grand Prix en dessous de 150 cm3, ça vaut pas le coup. Ouais. Non, c'est pour les... Enfin, voilà. Ok, tout est dit, donc à une prochaine pour Super Mario Kart. Bye bye. Ciao.